Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes. La semaine dernière, nous nous étions quittés dans une station-service. Camping Car TV dispose désormais d'un réservoir GPL, ce qui pour mon utilisation intensive est évidemment plus pratique que d'avoir à changer des bouteilles de gaz. Te souviens-tu que nous avons rendez-vous, demain, à la ferme de l'étang, pour une chasse aux œufs de biche? Une quoi? Une chasse aux œufs de biche. Aurélie, il faudra que je t'explique certaines choses. On a 5 heures de trajet. Pourquoi prévois-tu de sortir de l'autoroute aussi vite? Parce qu'il est tard et puis on roulera surtout demain. Et puis tant qu'à faire, moi je préfère dormir en dehors des aires d'autoroute. Donc j'ai le souvenir d'une petite aire de service, pas très loin, qui a le mérite d'être pratique. Oui, je m'en souviens. On s'y était arrêté l'année dernière. Il y a même un restaurant et un petit office de tourisme juste à l'entrée. Et dans la vitrine, la photo d'un carlet, comme un méché sur Gironde. Super. Eh oui, c'était un bon souvenir. Bon allez, fini de rêver, une bonne nuit et demain on roule direction la ferme de l'étang. Dans 200 mètres, nous arrivons à la gare TGV de Vendôme. Tu vas pouvoir retrouver tes grands-enfants. Bah oui, c'est le week-end de Pâques, donc c'est sympa d'être ensemble. Et puis je suis très content de leur faire découvrir la ferme de l'étang. Es-tu certain qu'ils vont aimer ce lieu? Ah, ça j'en suis persuadé. Mais tu sais, un lieu, une marque, un produit, au fond ce qui compte le plus, c'est les rencontres, les gens. La ferme de l'étang, c'est Patrice et Malika. Et je les ai rencontrés il y a presque un an. À l'époque, le reportage était financé par France Passion. C'était le début de mon aventure. Et si tu veux bien, on va regarder le reportage qui a été fait à l'époque. Bonjour Patrice Norguet. Bonjour le géo-optimiste. Vous m'avez apporté un drôle de truc là. C'est quoi ça? Alors c'est ce qu'on appelle une dague. C'est ce que portent les animaux, notamment les mâles, parce que les biches n'ont pas de bois. Et on appelle bien ça des bois, parce que souvent les gens disent des cornes, mais c'est des bois de cerf. Parce que vous êtes éleveur de cerfs, de biches. Donc nous avons commencé en 90, cet élevage de cerfs, parce qu'on est parti sur le constat qu'il y avait à l'époque 75 à 80% de la viande de cerf consommée en France qui provenait des pays extérieurs, notamment de pays de l'Est et Nouvelle-Zélande. Et on s'est dit pourquoi pas manger du cerf français. Et on a commencé avec 35 biches et pour transformer, élever les animaux à des fins alimentaires. Donc, mais en vente directe, hein, et ça c'est rare. Hein. C'est en vente directe, oui. Ouais. C'est tout. On passe donc on élève, on produit, on fait abattre les animaux parce qu'on n'a pas la structure pour abattre à la ferme. On découpe à la ferme et on vend à la ferme et on vend beaucoup en circuit court, beaucoup, 95% en circuit court directement au consommateur. Et alors ça peut vraiment se prendre donc aller-retour sur la poêle qu'il faut filer.
Ah bah la viande fraîche, faut se faire plaisir. Parce que c'est super tendre au départ. On abat les animaux jeunes, à 2 ans maximum. Donc ils sont jeunes mais adultes. Et ils n'ont pas un goût fort comme les animaux de chasse. Et c'est super tendre, saignant, rosé, mais pas trop cuit. Ils sont bien vos biches. Ils sont bien vos fans là. Je pense qu'ils seront bien, ouais. Honnêtement, c'est ça que je veux. C'est que les animaux retrouvent à 98% leur condition de vie naturelle. La seule chose qui est différente de la nature, c'est qu'elles sont fermées, mais dans un grand enclos, qui fait quand même 32 hectares, et elles ont de quoi se promener, de gambader, et moi c'est ça que je veux, une alimentation naturelle. On vous retrouve sur le marché de Chambord, sur le marché de Vendôme. On a déjà, comme vous dites, on est déjà très peu d'éleveurs à faire de la transformation et vente directe. Donc on se dit déjà faire bien la région, donc ça va Tours, Le Mans, Chartres, Blois. Mais heureusement les autres peuvent venir à vous parce que vous êtes membre France Passion. Voilà, donc on a depuis 2006 on est adhérent France Passion et donc on a une aire prévue pour les camping-cars pour les accueillir et effectivement pour faire découvrir aussi bien l'élevage, les animaux qu'on peut voir facilement et faire découvrir notre gamme pour les gens qui le souhaitent. Alors cette année, il y a une nouvelle entrée, on n'utilise plus le portail principal, mais on entre par la petite route sur le côté. C'est à la fois beaucoup plus sûr et beaucoup plus simple en camping-car. Dépêchez-vous, la chasse aux œufs va commencer. C'est une opération qui est ouverte à tout le monde, en journée, et qui rassemble un certain nombre de personnes qui ont l'intention de réaliser une chasse aux œufs de biche. Alors la biche est un animal très craintif, mais avec le savoir-faire de Patrice, au bout de quelques secondes, la magie opère et le public a droit à ce spectacle magnifique à quelques centimètres. Puis la visite se poursuit par le chemin de contention, l'endroit où l'on récupère les bêtes, par exemple, pour la vaccination obligatoire. Qu'est-ce qui se passe? Il stresse, tu me dis ça parce que... Non, ça va très bien. Très bien. Parce que quand les animaux stressent, ils ont un peu peur, ils leur mettent un sac sur les yeux, ça, tout de suite ils ne voient plus et ils se calment. Voilà. Donc, tu stresses ou pas? Non, pas du tout. Non, ça va. Pas du tout. Donc, là on va le C'est un libérer. Allemand qui a inventé ça, non? Un Anglais. Ah, c'est C'est un roast beef, ouais. D'accord. C'est un Je pensais que c'était un Allemand. Donc, là on va ouvrir quand même. Oui. Et on va libérer les animaux qui sont stressés. Là on voit bien. Ça va mieux là? Et ben voilà. Alors, c'était rien du tout. Si vous voulez bien nous suivre. T'as gagné une double dégustation après. Et la dégustation commence, terrine, pâté, rillettes. Toute la famille participe et met la main à la pâte. Et pendant ce temps, les biches pondent les œufs. Et voilà. Merci Patrice et Malika pour ces quelques jours formidables. Et puis à très bientôt, c'est promis. Alors vous connaissez mon credo. Un camping-cariste, c'est respectueux des lieux qu'il visite. C'est généreux. Un bonjour et un sourire, c'est important. Et puis c'est curieux. Et quand je me balade quelque part, eh bien je lève la tête. Et là, dans ce village, je vois musique en fête. Je me suis arrêté un peu plus loin et j'ai ouvert la porte. Résultat, un lieu magique et insolite. Un rendez-vous pris avec la présidente du lieu et une nouvelle rencontre du géoptimiste. C'est le reportage GPS. Bonjour Adeline Proulx. Bonjour, le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, ici, mais alors, on est où? On est au Quai Branly? Non, vous êtes à Montoire, au musée de la musique, des musiques traditionnelles du monde. Et ça a une histoire qui commence en 1973. Voilà, ce musée est né du festival de Montoire, que mon mari a créé en 1973, effectivement.
Il présente une collection d'instruments de musique du monde, mais nous l'avons voulu vivant, à l'image de ce festival. On ne voulait pas un musée d'instruments de musique dans des vitrines, etc. C'est quand même des témoignages du monde entier que nous les avons là. Le public peut approcher l'instrument de musique, peut le voir, peut même en jouer. Il y a des espaces interactifs où ils peuvent s'exprimer aussi. Alors grâce à vous, hein, on voyage dans le monde entier. Voilà, exactement. Oui. 10, 12, 14 pays du monde sont invités chaque année. Et nous recevons à peu près entre 200 et 300 musiciens du monde entier. Autre particularité, ces instruments que vous présentez, pour la plupart, ils vous ont été donnés? Voilà, ce sont des cadeaux. Pourquoi? Souvent les gens me demandent pourquoi un musée des musiques traditionnelles à Montoire? Eh bien je dis parce que ce sont des cadeaux qu'on nous a faits. Voilà, je ne pouvais pas les garder pour moi, on ne pouvait pas les garder pour nous. Et on les a donc offerts au public aussi. Alors tout à l'heure vous avez sorti un œuf de Pâques? Ah, un œuf de Pâques. Cet instrument chinois. Ah oui, c'est une ocarina, effectivement. Effectivement, ça ressemble à un œuf, effectivement, mais c'est la flûte globulaire. Il y a 2 trous derrière pour les pouces et 6 trous sur cette face. Lorsque j'ai fermé les 8 trous, j'emprisonne un très grand volume d'air. Et c'est ce volume d'air qu'il faudra surtout maîtriser. Et alors quelle est cette magnifique fresque peinte avec des plumes de poulet? Oh, alors c'est une fresque qui a été réalisée par une artiste Ndébélé. Ce peuple Ndébélé vit en Afrique du Sud et c'est une tradition chez ce peuple Ndébélé que les femmes décorent les façades extérieures de leur maison. Alors ce qui est assez époustouflant, effectivement, c'est que toutes ces peintures se font à main levée. Jamais d'utilisation de règles, jamais d'équerre, ni de compas. Et l'artiste chez nous a peint avec des plumes de poulet. Et puis vous présentez, bon, des instruments innombrables, dont un violon-trompette. Oui, c'est assez curieux. C'est un violon, comme les autres violons, mais comme il n'a pas de caisse de résonance, la trompette sert à diffuser le son et à l'amplifier surtout. Alors comme vous avez, vous, l'âme mélomane, vous n'hésitez pas de temps en temps à jouer un peu, hein? Oui. On essaye de rendre vivantes. Ces instruments sont là, on a l'impression qu'ils ne peuvent plus être utilisés, puis tout d'un coup, on entend des sons. Oui, on a voulu que ce musée soit vraiment interactif et que le public puisse profiter au maximum de ces musiques du monde. Cette composition instrumentale, elle est conçue exactement comme un piano. Les boules blanches que nous avons ici sont les notes blanches du piano, et les boules noires, et bien les notes noires du piano, les dièses. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors. Sur le site
www.campingcar.tv. Posez vos questions au Géoptimiste et il vous répond. Alors il y a une question qui m'a été posée, ou plutôt une inquiétude. Le Géoptimiste ne fait des reportages que pour les sponsors. C'est totalement faux, et donc je vais vous repréciser les choses. D'abord, le camping-car, il est 365 jours par an sur les routes et dans les aires de service. Donc c'est un support. Donc un peu comme Doco, eh bien je valorise les trois côtés, gauche, droite et derrière, avec en effet des sponsors. Et ça, c'était une nécessité pour pouvoir financer mon aventure. Mais mon discours a toujours été extrêmement clair avec chacun de ses partenaires, c'est « je n'appartiens à personne ». Retour sur le JT numéro 3. Souvenez-vous de cet échange avec le responsable commercial de la marque Adria. Alors, je vous ai rencontré au Salon du Bourget, je vous ai parlé de ce projet de Camping Car TV, du JT du camping-car, et vous avez tout de suite, j'allais dire, compris que mon idée c'était d'être au service de tout le monde et donc de toutes les marques. Absolument, je trouve le support et votre idée intéressante parce que ça permet de promouvoir le camping-car d'une manière générale, pas forcément telle marque ou telle marque, mais le camping-car d'une manière générale. Et pour nous, constructeurs, c'est toujours important qu'il y ait des nouveaux médias, des médias modernes qui s'investissent dans notre secteur d'activité. Ça fait parler de la marque, ça fait parler des produits, ça crée du buzz, et ça dynamise toute une profession et ça fait avancer cette profession dans le bon sens. Donc c'est très très intéressant pour tout le monde. Je crois qu'on peut difficilement être plus clair. Ceci pour dissiper tout malentendu ou toute inquiétude. Par exemple, Wiki Campers, tant pis, du coup je les cite, c'est de votre faute. Et partenaire sur le camion, ça m'a pas empêché de faire un reportage la semaine dernière sur son concurrent direct. Je loue mon camping-car. Cap Latitude est partenaire sur le camion, ça m'empêchera pas dans quelques semaines de partir en Corse avec Orcada. Tu te mets au service de la valorisation de l'image du camping-car et des camping-caristes. Bref, nous a quitté Jean-Pierre Coff, qui était le pourfendeur de la malbouffe. Alors, moi je suis le défenseur ou l'ambassadeur du camping-car. J'ai qu'une seule volonté dans ce projet qui va durer plusieurs années, c'est mettre en avant tous les acteurs du camping-car, toutes les marques, toutes les enseignes. Alors quand un chanteur vient au journal de 20h, parce qu'il a sorti un album, qu'il a une publicité gratuite, que c'est la force de frappe de TF1 et de France 2, que moi je n'ai pas, je suis un artisan sur YouTube, là tout le monde trouve ça normal. Mais quand je mets en avant une petite marque ou une enseigne française qui a 4 emplois, 5 emplois, 10, 15, alors là on crie haro sur le baudet. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est à vous de postuler sur www.campingcar.tv et uniquement sur le site internet. Nous sommes arrivés dans la zone industrielle ouest de la Flèche. Pourquoi sommes-nous là? Alors nous sommes là parce que nous allons rendre visite à une petite entreprise française, familiale. C'est pas un sponsor, c'est un reportage, c'est pas de la pub, mais j'espère bien que ça leur en fera. Lui, c'est un ingénieur, le fils, le père est un industriel, et ils conçoivent des vélos électriques. Alors je sais que ça intéresse beaucoup les camping-caristes, on trouve leurs produits dans de très nombreuses concessions en France. Par contre, un peu d'indulgence, j'ai eu un énorme problème de son et je vous prie de m'en excuser par avance. Donc vous avez commencé à Nantes, à l'école centrale? C'est bien ça, oui, qui est une école généraliste, une école d'ingénieurs, mais avec une petite spécialité quand même dans le domaine de la mécanique. Et voilà que vous êtes à vélo? Oui. Alors pourquoi? Pourquoi le vélo? Parce que c'est un créneau qui nous a beaucoup plu, donc, à mon père et à moi. Le vélo assistance électrique particulièrement, puisqu'on a vraiment été séduit par ce produit en 2009. Alors, je vous ai vu dans vos bureaux, vous travaillez sur des logiciels sophistiqués, et votre but, c'est quoi finalement, quand vous concevez un vélo? Notre but, c'est d'avoir vraiment un produit qui va le plus plaire à l'utilisateur. On essaye vraiment d'avoir un vélo qui va proposer un confort de conduite, un confort d'utilisation. Et donc l'autonomie aussi est un point assez important, même si aujourd'hui on attend des autonomies qui sont satisfaisantes avec quasiment 100 km d'autonomie pour les batteries les plus importantes. Alors une fois conçu, tout ça est fabriqué
pour une partie en Chine, pour d'autres en Allemagne, les moteurs surtout. Oui, c'est ça. Oui. C'est un ensemble de composants. Donc on a des composants qui viennent du monde entier. Donc on a bien sûr des composants qui sont fabriqués en Chine, mais on a aussi des composants du Japon, d'Allemagne, de la France. C'est vraiment un produit mondialisé, le F-107. Et puis il y a aussi ce vélo pliable qui est pratique, hein, qu'on peut mettre dans une soute de camping-car. Oui, c'est ça. On a énormément de camping-caristes qui apprécient ce produit pour ce point-là. Pour le fait que ça prenne beaucoup moins d'espace qu'un vélo traditionnel et qu'on puisse le ranger dans la soute. Selon les camping-cars, il y a des soutes plus ou moins grandes, et c'est vrai qu'un vélo pliant est parfois appréciable pour ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre petite entreprise qui ne connaît pas la crise? De continuer à se développer comme elle a fait, de manière pérenne, et de garder un côté assez humain, parce qu'on est une petite société familiale, et c'est quelque chose qui est assez appréciable aujourd'hui, je pense, que ce soit pour les employés, pour toutes les personnes qui gravitent autour de la société. Pour obtenir l'application Camping Car TV, rendez-vous sur l'Apple Store ou Google Play, avec votre smartphone ou votre tablette. Et c'est une façon concrète de soutenir Camping Car TV. Et puis vous retrouvez tous les derniers JT, tous les reportages géolocalisés. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production, bref, sur une idée originale du Géoptimiste. À la semaine prochaine!